Levée des sanctions contre le Niger, c'est la principale information du jour qui va certainement occuper tous nos regards ce soir autour de ces plateaux. Pour en parler, nos invités, ils sont quatre. Le premier, Monsieur Moussa Tembeli, il est secrétaire général du CDP Malikoura. Monsieur Tembeli, merci d'être là. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je salue également tous mes co-débatteurs. Bonsoir et voilà, je salue tous les téléspectateurs. Deuxième invité, Dr Mohamed Kassoum Djire. Il est président des Sentinelles du Mali, Malikoura, Sentinelle Malikoura. Docteur Djire, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes également membre du M5 RFP. Docteur, merci d'être là. Merci Barou, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent au Mali et hors du Mali. Je salue mes collègues co-débatteurs et je souhaite bon débat à tous. Troisième invité, honorable Daouda Moussa Kone, il est de l'Union pour la République et la démocratie, URD. Honorable, merci d'être là. Merci beaucoup. Quatrième invité, Cheikh Oumar Soumano, coordinateur du baromètre et président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, d'où la cravate bien mise. Donc, merci d'être là. Bonsoir Barou, merci de l'invitation. Bonsoir à tous nos téléspectateurs du Mali et de la diaspora. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Regard croisé. Avant donc d'ouvrir les débats autour de cette levée des sanctions contre le Niger, nous apprenons que rien ne va plus entre les leaders du M5 RFP. Des cadres de ce mouvement ont révélé au grand jour, au grand public en cette fin de semaine par vidéo interposée ou communiqué interposé, un profond malaise qu'on a assisté au sein du M5 RFP au cours de cette semaine. Docteur Djire, vous qui êtes membre du M5 RFP, pouvez-vous nous parler un peu le film de cette situation? Bon, Barou, merci beaucoup. Je pense que pour tout observateur avisé, ce conflit est attendu. Parce qu'il faut aujourd'hui... Vous confirmez déjà qu'il y a un conflit? Il y a un conflit, il y a des mésententes, et c'est normal dans un mouvement hétéroclite. Mais le plus important, c'est de savoir gérer les problèmes et de mettre tous les enfants sur la même table. Je parle quand c'est une famille, je parle de la famille politique ou la famille M5 RFP. Moi, je pense que ça manquait. Parce que si tu remarques aujourd'hui, d'abord, je te remercie. Chaque fois que je viens au nom du mouvement Sentinelle Malikoura, vous m'annoncez comme membre M5. Parce que c'est pas que vous m'annoncez, mais c'est un fait. Et j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas des invités. Nous sommes les acteurs de ce Malikoura. Donc, c'est une conviction. Est-ce que vous avez déjà choisi votre camp? Moi, je dis, ce n'est pas un choix de camp, sinon que c'est la vérité qui doit triompher. Oui. Nous sommes dans une phase de rectification et de clarification au sein du M5 RFP. Donc aujourd'hui, ce qui a été décidé au comité stratégique, moi je les salue et je salue la démarche. Pourquoi? Parce que moi je pense que c'est une manière, au moins, une manière pour la première fois de poser les problèmes. Maintenant, c'est au président d'asseoir tous ses enfants dans la famille, tous ses collègues, tous ses camarades d'élite, pour qu'on puisse ensemble aller au dialogue intermalien, déjà dialoguer dans le M5, comme aux Assises nationales de la refondation. Nous sommes allés aux Assises avec des propositions. Nous sommes allés aux Assises avec une sensibilisation 1-2 semaines en avant. Je souhaiterais et j'appelle tous ceux qui partagent la vision et l'esprit M5 de se donner les mains et de soutenir ce processus qu'on engage. Est-ce que cette réconciliation est encore possible? Moi, je pense que... On a vu un communiqué signé par les leaders, par le FSD qui suspend certains ténors même de ce... Moi, je pense que toujours la réconciliation est possible, d'où l'objectif du dialogue intermalien. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas possible. Mais il faut que l'on dépasse les égos. Il faut qu'aujourd'hui, la lutte qui est enclenchée par le peuple malien, prônée à un moment par le M5, d'où tous les Maliens se voient, de l'intérieur et de la diaspora,
je les invite à s'unir, à se comprendre et aller devant. Laissons les clivages, laissons les mésententes, laissons le fait que si je ne partage pas ton avis, tu n'es pas M5. C'est pas ça. L'M5, c'est un esprit, c'est une vision, c'est un idéal. Et c'est ce qui a été cherché depuis les 5 juin. Donc c'est comme ça, moi, je vois les choses. D'accord. Merci. Soumano, est-ce qu'avec tout ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui au sein du MC, est-ce qu'on peut parler finalement qu'on se dirige vers la fin de l'ère Choguel à la tête de ce mouvement? Bon, je pense qu'il y a... C'est de lui qui voilà, s'agit. bon, je pense que c'est, comme il a dit, je partage une partie de son analyse quand il dit que tout ce qui se passe est normal. Moi, je pense que ça aussi, ça dénote un peu de la vitalité d'un mouvement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de convoitises, ça veut dire que le M5 sert à quelque chose. Cependant, il a fini par ça, et moi je vais rebondir sur la question. Quand il dit aujourd'hui, il va falloir aller au dialogue intermalien. On va revenir là-dessus, mais un des objectifs recherchés, c'est de rassembler. Moi, je pense qu'il faudrait que le M5, à cette période critique, puisse donner cet exemple-là, et pour que les uns et les autres puissent tirer les enseignements. Il n'y a aucune chose, il n'y a aucun conflit, il n'y a aucune mésentente qui ne pourrait être résolue par l'entente. Les gens, quand il faudrait appeler tout le monde à la table de négociation, je pense qu'on pourrait trouver la solution. Je crois que déjà la voie, elle est déjà tracée. J'étais très content quand mon ami était en train de développer cela. J'ose espérer que c'est cet esprit qui anime tous les autres camarades et qu'ensemble, vous puissiez au moins vous entendre d'ici le lundi. Parce que l'échéance est très proche. À partir de lundi, déjà, le dialogue intermalien va commencer. Et donc, vous qui êtes déjà les acteurs principaux, j'allais dire, en tout cas du mouvement Malikura, il ne va pas falloir que vous alliez en rang dispersé. Donc, ça y va de votre, en tout cas, du choix, enfin, de l'exemple que vous allez montrer aux Maliens. Et j'ose espérer que vous allez vous entendre et que le linge sale se lance en famille. Ok. Voilà. Tembélé, on a vu un comité se proclamer à la tête du comité stratégique du M5RFP, un comité désormais dirigé par l'ancien ministre délégué en charge de l'action humanitaire, l'imam Oumarou Diarra. Oui, effectivement, nous suivons de très près justement ce qui se passe aujourd'hui au sein du M5RFP. Moi, je vais commencer par dire que c'est la divergence en réalité qui fait la beauté de la chose. Et donc, mais à un moment donné, il faut aller vers ce qu'on appelle le dialogue. Sauf que la divergence peut conduire à la séparation. Ça peut conduire à la séparation, mais ça peut permettre aussi d'atteindre ce qu'on appelle la perfection. Parce que les gens ne peuvent pas au même moment être d'accord sur les mêmes choses, c'est pas possible. Dans la vie de tout regroupement, il y a des moments, n'est-ce pas, de flottement. Il y a des moments où les gens sont amenés justement à faire des tiraillements. Il y a des moments de prise de position. Comme il l'a dit, la convoitise peut effectivement prendre le dessus. Mais je crois que le M5RFP traverse une phase cruciale aujourd'hui. Et je crois qu'il faut être visionnaire. Il faut accepter justement d'aller sur la table, n'est-ce pas, de dialoguer avec les camarades. Je crois que c'est la seule chose qui peut éventuellement permettre justement aux membres du M5 de trouver... je ne sais pas, un point d'entente et puis voilà quoi, qu'on puisse évoluer ensemble. Parce que tous les regards sont tournés aujourd'hui vers la réconciliation, vers le dialogue intermalien et je crois que le M5RFP n'est pas un mouvement n'importe lequel. Donc il devrait donc accepter d'avoir ce qu'on appelle un esprit responsable, s'asseoir et discuter ensemble afin qu'on puisse trouver une solution commune et acceptée par tous. Ok. Kone, je sais que votre parti aussi est membre du M5, membre du M5, est-ce que vous pouvez nous dire un peu exactement ce qui se passe au sein de votre mouvement, le M5? Bon, moi j'ai vu les infos passer sur les réseaux, oui. Je n'en sais pas plus pour l'instant, mais ce que moi je vais dire, c'est oui. Que ce qui divise tout ceci oui. Est plus important que ce qui les sépare, en fait. Je veux dire ce qui unit, oui. Pardon. Ces acteurs du M5, c'est plus important que ce qui les divise en fait. Je vais noter aussi que la lutte unie, le pouvoir divise. Oui. Et donc, c'est dans l'ordre normal des choses que les gens ne soient pas souvent d'accord, souvent c'est l'approche. Mais ce qui est important, il faut que les uns et les autres mettent le Mali au-dessus de tout. Tout le reste peut faire l'objet de dissension, de séparation temporaire, de retour autour de la table, mais il faut privilégier toujours le dialogue. Il faut privilégier toujours la bataille autour de la table et non la surenchère ou autre chose. Et donc, vivement que ces camarades se retrouvent ensemble
et qu'ils débattent de ce qui les divise et puis qu'ils puissent passer à l'essentiel. Est-ce qu'on peut discuter de l'avenir de Dr Choguel Koupala Maïga à la tête de ce mouvement avec tout ce qu'on entend dans les vidéos? Bon, c'est pas l'avenir dépend de la personne elle-même. Lorsque tout un peuple vous dépose une confiance, il faut comprendre que dans ce peuple, il y a aussi des gens qui ont des divergences. Donc, c'est à cause de ça qu'il faut dépasser cet ego et aller envers les autres. Aujourd'hui, plus que jamais, la transition a besoin de soutien politique. Le soutien politique ne se limite pas seulement à la famille M5. Le soutien politique va au-delà. Si vous remarquez aujourd'hui, les M5... Vous êtes en train d'esquiver ma question finalement. Non, parce que vous dites à la tête du M5. Oui, je parle du président du comité stratégique par exemple. Oui. On voit une autre personne se proclamer président déjà à la tête. Non, c'est pas là. C'est-à-dire au comité stratégique, oui. Il y a un président, oui. Il y a des vice-présidents. Oui, intérimaire. Hein? Donc, quand le Premier ministre a été choisi à l'unanimité, où il y a eu la fusion de la rectification, oui. Il est parti à la primature. Normalement, son premier vice-président prend son relais comme intérimaire. Oui. C'était Mme Sika Diatousso. Il y a eu des mésententes, il y a eu une distance. Donc, le deuxième vice-président, qui était Bouba, a pris sa place. Donc, aujourd'hui, au sein du mouvement EMK, qui est la locomotive, qui est l'essence, qui est la mère même du M5-RFP, Bouba a été révoqué par sa base. Et arrivé au comité stratégique, ça a été l'objet d'une discussion. Comme toujours ça a été. Donc maintenant, Bouba n'étant plus là, le troisième vice-président, c'est l'imam. Et le quatrième, c'est Muntaga. Le cinquième, ainsi de suite. Donc c'est le hasard du fait qui fait ça. Donc il n'est pas le président du comité stratégique, comme il l'a dit aujourd'hui. Il est l'intérimaire. Maintenant, c'est au président de dire oui, d'accord, il y a un problème dans ma famille. Lorsqu'il y a un problème dans mais dirais, sans utiliser la langue de bois, est-ce que ce n'est pas le président qui est visé par tous ces mouvements? Bon, ça c'est ce que vous dites. Mais en aucun moment, ni ceux qui le disent, ni ceux qui vont le disent. Mais maintenant, les jours à venir, il faut on a vu un communiqué du FSD qui suspend certains de ses membres pour avoir participé à cette activité des intérimaires. Ça, c'est les FSD, l'URD FSD. Oui. Il y a d'autres qui sont FSD. Moi, je ne sais pas. Je sais que c'est la Troïka EMK. D'accord. La Troïka EMK, c'est-à-dire EMK, FSD, CEMAS, qui ont initié le mouvement. D'accord. Et nous, on était là depuis le premier jour. Mais maintenant, ce que je demande, c'est quoi? C'est que nous devrons sortir des débats de personnes et aller vers l'horizon. L'idéal visé par les Maliens aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on ait l'avènement des Mali nouveaux. Et un Mali nouveau à travers un nouvel homme politique malien, une vision politique malienne que tous les Maliens partagent. Voilà. Soumano, concrètement, est-ce que ce n'est pas finalement le président du comité stratégique du M5, en la personne de Choguel Maïga, qui est finalement visé par les contestataires? Mais vous savez, moi, le Premier ministre Choguel Maïga, il est habitué à ce genre de situation hein, qu'il manage avec brio. Vous savez, même regardez même tout ce qui se passe à la tête de la primature. Chaque fois qu'on pense qu'il revient. Donc je pense qu'il trouvera les voies et moyens pour pouvoir véritablement gérer la situation mieux, comme il dit de façon très intelligente. Je crois qu'il faut laisser le temps voir, mais je pense qu'ils vont se retrouver, ils vont s'entendre. Et quel qu'il soit, c'est normal qu'il y ait des convoitises, c'est normal qu'à un moment donné, ce genre de situation se prennent dans des organisations d'une grande importance, surtout dans un contexte malien. Et moi, j'ose espérer tout ce qu'on peut souhaiter pour la grande famille M5, c'est qu'ils puissent s'entendre et qu'on sorte de ça, parce qu'on n'a pas besoin, on est en train d'aller vers d'autres objectifs, d'autres missions, d'autres idéaux. Et là, il ne faut pas considérer, moi je considère ça comme des détails qui pourraient gérer vraiment à leur niveau. Quoi. Est-ce que l'entente est encore possible selon vous? L'entente est encore possible, rien n'est perdu.
Mais moi, ce que je vais dire, c'est qu'il ne faut pas configurer la chose autour d'une personne, parce que nul n'est indispensable, hein. Donc, quand on est dans un mouvement et regroupement, c'est pour être autour d'une vision et se battre Est-ce que justement vous pour avez des l'impression que objectifs. la chose est configurée autour d'une Bon, c'est personne? ce qui s'est dit, parce que quand on dit par exemple que c'est le président du mouvement stratégique qui est visé, donc ça veut dire que on parle là, on voit une sorte de configuration de la chose autour d'une personne. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de tout ça, se dire que quand les gens se mettent ensemble, c'est pour développer, n'est-ce pas, c'est pour essayer, n'est-ce pas, de défendre une idéologie, essayer d'aller de l'avant, et c'est ce qui importe. Et donc, dans un mouvement, quelles que soient les difficultés, on peut s'asseoir, discuter et trouver une solution commune. Moi, je pense qu'on peut se mettre au-dessus de tout ça. Et comme l'a dit mon frère tout à l'heure, je crois que la discussion peut permettre de résoudre ce problème-là. Rien n'est perdu pour le moment. Ok. Honorable, rien n'est perdu. Rien n'est perdu et puis ce n'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs au niveau du M5. Il y a eu le M5 RFP Malikoura. Et donc, il y a les mouvements sociaux, les mouvements politiques, les mouvements, il y aura toujours des dissensions. Il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais il y aura toujours aussi un moment donné qui va arriver où ils vont se mettre d'accord sur l'essentiel. C'est ce qu'on souhaite. La commission donc, des mines et de l'énergie du Conseil national de transition a visité courant cette semaine quelques sites de production d'électricité de l'EDM. À l'issue de cette visite, des messages d'espoir et d'assurance ont été prononcés. Docteur Djiré, vous partagez ces messages d'espoir et d'assurance qui ont été prononcés. Vous les accueillez comment? Bon, moi je pense que c'est un espoir et puis ça montre combien la crise énergétique est au centre des préoccupations de nos autorités, des Maliens et de toute personne qui la vit, quoi. Aujourd'hui, le problème de délestage, ce n'est plus un problème c'est tous les Maliens. Alors quand j'ai vu les images, j'étais très content parce que je suis qu'il y avait du travail qui se fait. Parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a eu des choses au niveau des EDM qui peuvent aussi donner de l'espoir aux Maliens, c'est-à-dire la gestion, c'est-à-dire voir comment les choses peuvent aller mieux, les différentes missions. Certes, ça fait une année que nous sommes dans ce problème, mais ça prouve pourquoi les autorités aménagent aucun effort pour que les Maliens soient soulagés. Donc moi je peux dire que quand j'ai écouté qu'au moins, selon le président de la commission énergie, il dit qu'au moins, durant le mois de carême, tout est en train de se mettre en œuvre pour qu'au moins on ait 80%. Sauf qu'avant lui, d'autres déclarations d'espoir ont été prononcées. Oui, mais dans la vie, il faut être optimiste. Surtout, parce qu'il y a une chose qui est claire. Dans un combat, il y a des sacrifices. Je l'ai toujours dit. Il y a des sacrifices. Et ces sacrifices-là, souvent, ceux qui ne sont pas préparés peuvent ne pas l'interpréter. Parce qu'on va vous faire défier sur tous les sens. Ce ne sont pas le premier pays. D'accord. Donc moi, je pense que donnons raison à ça, encourageons ça, et je pense que la crise énergétique va être gérée par les Maliens. Et c'est là le plus important. Mais ça ne veut pas nous faire dévier de notre idéal, de notre objectif, qui est d'aller vers l'AES, qui est d'aller vers un Mali nouveau, qui est d'aller vers une renaissance nationale. Ok, Soumano, sur cette question d'électricité. Moi, déjà, j'ai eu la chance cette semaine de participer à une concertation initiée par un grand partenaire du Mali, à un niveau assez intéressant, où ce qui m'a beaucoup plus permis de poser véritablement le problème des jeunes entrepreneurs qui souffrent un peu de ça, où j'ai fait un cri de cœur à leur nom, en demandant comment on pourrait véritablement soutenir ces activités génératrices de revenus en leur mettant à disposition des groupes électrogènes et un peu de moyens pour pouvoir avoir de quoi acheter de l'essence. Et là, je pense que ce cri de cœur a été entendu par ces grands partenaires du Mali et j'ose espérer que des programmes seront mis en place parce que je me suis proposé avec mon organisation d'aller dans ce sens. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, nous sommes aussi fiers d'avoir quand même saisi le gouvernement et le conseil d'administration pour donner notre vision depuis avant que cela n'arrive. Et là aussi, nous remercions les uns et les autres de nous avoir d'accorder une oreille attentive, de nous écrire. Donc tout ça, nous l'avons fait sans crier gare. Maintenant, ce que je voudrais dire là, ce qui est important, vous savez, il y a les gens, si vous regardez les réseaux sociaux, on voit des gens qui essaient de faire des petits jeux, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre en place, à la date d'aujourd'hui,
un plan de communication pour savoir à quel moment on a l'électricité et à quel moment on n'a pas. Et ça permet véritablement aujourd'hui de se programmer. Un plan de délestage. Un plan de délestage. Moi, je pense que c'est imminent. Ça, c'est la résolution. Et là, je pense qu'on peut le faire. Parce qu'on est habitué, on sait... Bon, personnellement, je ne sais pas à quel moment chez moi le courant va venir. Mais si je sais qu'à pareil moment, ce lundi prochain, par exemple, j'ai le courant de 8h à telle heure, ça peut me permettre de m'organiser. Et moi, je crois que ça va être le début de la solution. Et puis également, lorsqu'on discutait avec ces grands amis du Mali... Mais ça fait plusieurs mois que vous proposez ce plan. Mais c'est ce que j'ai dit, mais ça n'a malheureusement pas été suivi des faits. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, je le réitère. Je réitère cette proposition. Ce n'est rien, c'est juste de dire. Et on le sait. Bon, je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait, mais je réitère encore. Et la deuxième chose aussi, vous savez, quand on était en discussion, parce que j'ai eu la chance, encore une fois, cette semaine, de participer à ces débats-là, il y a eu beaucoup de solutions techniques. Et je pense que tous les éléments sont réunis et nos autorités sont informées. Et faisons leur confiance. Maintenant, il ne faut pas prendre compte de ce qui s'est passé. Pour moi, comme on dit, c'est de l'eau versée. Il faut être assez optimiste pour l'avenir. C'est ça qui m'intéresse de mon point de vue. Donc, faisons leur confiance et tout le monde souhaite que d'ici le 11 mars, début de carême, les choses vont s'améliorer et moi j'ai bon espoir que ce soit le cas. Ok. Temeli, est-ce que les militants du CDP Malikoura souffrent de ces problèmes d'électricité? Ce n'est pas que les militants du CDP Malikoura, c'est tous les Maliens qui souffrent de ce problème. Mais moi, nous restons optimistes au sein du CDP Malikoura parce que nous disons que le point de départ, n'est-ce pas, de tout changement, c'est des difficultés. Vous savez, moi je l'ai dit, je l'ai toujours dit, le talon d'Achille de cette transition en réalité c'est la crise énergétique, mais nous savons que ils en ont bien conscience et qu'ils sont en train d'œuvrer à ce qu'on puisse trouver une solution. Parce que ce problème, il est assez profond, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais malheureusement, ils en ont hérité et ils sont obligés, n'est-ce pas, de faire face à cela. Donc il faut que les Maliens sachent que dans la vie d'une nation, lorsqu'on décide, n'est-ce pas, de faire face à des choix stratégiques, il y a des choix qu'on priorise à d'autres. Et donc le Mali, justement, a mis sa force, ça je le dis très ouvertement, il faut que les Maliens aussi, il faut demander la résilience des Maliens. On a décidé, n'est-ce pas, de combattre le terrorisme, ça demande beaucoup de moyens et quelque part ça peut avoir des conséquences, mais il y a des choses qu'on ne va pas dire sur ce plateau, que mes camarades savent, mais il faut que les Maliens, n'est-ce pas, sachent que pour qu'on puisse sortir de cette situation, ça ne peut se faire qu'à travers, n'est-ce pas, notre résilience et qu'on ait aussi confiance en nos autorités. Mais comme l'a dit mon frère, il faut aussi mettre en place un plan de communication, un plan de délestage, parce que ça aussi, ça permet d'informer les gens, parce que les Maliens sont inquiets aujourd'hui. Dans un pays, quand il y a des situations comme ça, les gens veulent savoir, ils sont curieux. Moi, je n'ai pas d'électricité 24 heures sur 24. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Et donc, si la bonne information est donnée au bon moment, ça peut permettre aux gens de digérer certaines situations et d'amortir, n'est-ce pas, la colère des gens. Et je crois que petit à petit, je crois que cette situation-là va se résoudre par elle-même. Je suis confiant, j'ai foi en mon pays et je sais que les solutions vont venir. Car, comme le disait Karl Marx, un grand penseur, les problèmes en réalité n'arrivent que là où leur solution se trouve. Et je suis sûr et certain qu'ensemble au Mali, ici, nous allons trouver la solution. Soyons fiers de cela et je pense que ça va aller. À quel moment, jusqu'à quel moment? Ça va venir, très, très bientôt. D'accord. Honorable, hein, l'électricité continue à manquer à l'appel. Oui, moi je voudrais tout simplement ajouter que l'électricité, ce n'est pas un luxe. Oui. L'électricité, c'est un besoin existentiel. Et donc, on n'en aurait pas dû en être là, oui, aujourd'hui au Mali. Et donc, si on en est arrivé là, il y a une part de la mauvaise gouvernance du secteur électricité. Il y a eu de la mauvaise gestion, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on sache que le Malien a besoin d'électricité. Si on y prend garde, ça peut plomber l'économie. Et donc, les Maliens ont droit à cela. Il faut prendre les dispositions pour les mettre très rapidement en possession de l'électricité. Honorable, ce qui est constant, c'est qu'avant la transition, les Maliens avaient relativement l'électricité. Mais c'est avec la transition que l'électricité a finalement disparu. Non. Avant, il y a toujours eu des difficultés. Il y a toujours eu des délestages, en fait. La mauvaise gestion... Peut-être pas avec la même ampleur. De toute façon, la mauvaise gestion est structurelle au Mali. Il faut y mettre un haut là, en fait. C'est là où je veux en venir. Même si on trouve la solution aujourd'hui, il faut qu'on prenne des garde-fous
pour que l'effort qui va être fait, que ça soit bien géré. Il faut que ça soit périn. Il faut que le Malien change de comportement en fait. Quand on te donne un bien public à gérer, dans l'intérêt de tous les Maliens, il faut que le Malien se dise qu'il y a des millions qui vivent par rapport à l'acte que je vais poser. Et il doit avoir aussi des structures, tout un mécanisme pour veiller à ce que tout le monde se comporte bien, tout le monde prenne bien soin du bien public. D'accord. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, on avait fait cela, on n'en serait pas là. Oui. Et vivement les promesses prises et que d'ici le mois de carême, qu'on en sorte de là et que ça soit un trou souvenir, qu'on ne s'en souvienne plus de là et qu'on s'en serve pour vraiment changer de comportement. C'est ce que moi je voudrais ajouter. Lever donc des sanctions, comme on l'avait annoncé, des sanctions économiques et financières contre le Niger. Ainsi, on a décidé les présidents, les chefs d'État de la CEDEAO et de l'UMOA à la faveur de deux sommets extraordinaires qui se sont tenus ce jour à Abuja. Nous sommes au Nigeria. Comment analyser cette décision de ces deux institutions sous-régionales? La question, je préfère la poser à Dr Djiri. Moi, je dirais tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Des milliers de personnes décédées pour manque de médicaments. Aggraver la situation. Tout ça pour ça. Donc moi, je pense que d'abord, ce sommet, on savait déjà les résolutions avant le sommet. Deuxième des choses, je regrette que ce soit une organisation sur laquelle tu dois compter qui essaie de t'asphyxier pour te faire plier. J'ai écouté l'interview d'un journaliste, c'est ce qu'il a dit, c'était un moyen de les faire plier la gente. C'est ce que les gens doivent comprendre aujourd'hui. Il y a plus de 50 ans, on nous faisait plier à travers de quoi? Des embargos, du chantage, campagne médiatique. Aujourd'hui, cette ère-là a changé, quoi. C'est-à-dire c'est l'approche des forces, quoi. Comme on dit. C'est-à-dire c'est les forces, quoi. Donc, une fois de plus, la CEDEAO donne raison à l'AES. C'est-à-dire au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Si ce n'était... Vous ne félicitez pas la CEDEAO d'avoir levé ces sanctions? Mais moi, ce que je t'ai dit, c'est quelque chose de déjà connu. C'est déjà connu. Parce que si on n'était pas... Si le Mali... Est-ce que vous êtes déjà content pour le Niger? Non, je suis content pour tout le monde. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est un soulagement. Parce qu'en réalité, c'est une violation flagrante des droits de l'homme. Des textes de la CEDEAO. Et d'abord sur le plan sécuritaire, économique et tous les sens. Donc moi je pense qu'on ne peut pas asphyxier des gens et venir tout simplement dans un congrès non s'élever. Donc moi c'est ce qu'il faut éviter. Donc aujourd'hui, si ce n'était le courage du Burkina et du Mali qui ont pris la décision de dire que celui qui attaque le Niger s'attaque au Mali, s'attaque au Burkina, je vous jure que les forces n'allaient pas changer. Donc aujourd'hui, moi je dis que cette alliance, c'est une alternative politique, une alternative sociale, une alternative économique. Tous les peuples du Sahel doivent se donner les mains pour qu'ensemble, nous puissions agir ensemble. Parce qu'ensemble, unis, nous sommes forts et divisés, nous sommes faibles. Soumano, quel a été l'élément déterminant pour la levée de ces sanctions? Vous savez, on dit faire l'erreur n'est pas grave, mais persister dans l'erreur, c'est ça qui est condamnable. Je pense que la CEDEAO n'avait pas tiré les leçons de ce que le Mali elle avait fait au Mali et elle a encore empiré ses mesures contre le Niger. Mais il faudrait noter en matière de relations internationales, surtout en matière de sanctions économiques, les sanctions économiques n'ont jamais produit des effets escomptés, jamais. Vous pouvez regarder n'importe où ça a été fait, c'est le contraire qui s'est produit. Donc après, je crois que, espérons que cette fois-ci, la CEDEAO va tirer définitivement des leçons et je crois qu'elle a fait son mea culpa. Parce que déjà, pourquoi je dis qu'elle a fait son mea culpa? Le président en exercice qui est le Nigeria, le président du Nigeria, qui était assez jusqu'au boutiste, qui est intraitable sur des questions du Mali, du Niger, du Burkina, etc., aujourd'hui a demandé, parce que qu'est-ce qu'il voit? Il souhaite, il demande à ce que nos pays reviennent sur leurs décisions et
il a placé un mot, il dit, il ne faut pas voir la CEDEAO comme un ennemi. Donc, ça veut dire déjà, c'est une main tendue. Et ça, c'est un bon début pour moi. En ce moment, vous savez, quand il y a un des antagonismes qui se forge, il faut que la CEDEAO sache que la gestion politique de la CEDEAO a été une catastrophe. Mais par contre, la gestion économique a été une réussite, mais qui a été mise en mal à travers la gestion catastrophique de la gestion politique catastrophique qui a été faite de la gestion économique. Aujourd'hui, on peut tout dire à la CEDEAO, mais quand même, parmi les 5 organisations sous-régionales de l'Union africaine, elle est celle où la libre circulation des personnes et des biens elle est effective. Même si elle est aussi effective dans l'UOMA, mais comparativement aux autres organisations sous-régionales, c'est là où véritablement on sent cela. Mais dès l'instant que depuis dans les années 2001, où ce protocole additionnel s'est saisi des questions politiques pour gérer, de mon point de vue, c'est là où la CEDEAO a été déviée. Et parce que vous ne verrez pas, comme il a dit, dans aucun texte, vous ne verrez des sanctions infligées telles que ça a été fait au Mali et au Niger. La fermeture des frontières n'est nulle part. Et d'ailleurs, l'embargo que le Niger vient de subir, même aux États-Unis, quand ça se fait, les Américains qui l'ont infligé à l'époque à Cuba, je pense qu'il était là-bas, il a étudié, mais les Nations Unies tout de suite ont pris des résolutions pour interdire toute forme d'embargo. Et souvent, les gens se disent que non, que si vous voyez la CEDEAO se permet d'infliger le type de sanctions qui ne peut pas se tromper. C'est là où chaque fois je redresse les uns en leur disant ils sont allés au-delà de leur texte. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la suite de l'histoire. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. La question, on va vous la poser après. D'accord. Finalement, Tembeli, est-ce qu'on peut dire finalement que la médiation de Fort Gnassingbé a finalement porté fruit? Bon, une médiation sur la base de quoi déjà? Parce que là, comme il l'a dit, la CEDEAO a fait son mea culpa. C'est aussi une opération séduction. Parce que la CEDEAO aujourd'hui se trouve dans une zone de turbulence. Elle se dit peut-être qu'elle est en train de perdre, n'est-ce pas, 3 de ses éléments clés, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont en toute souveraineté pris une décision courageuse parce qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation d'incertitude où dans notre propre organisation on se fait menacer d'intervention militaire. Ça aurait été le cas, la CEDEAO aurait pu envoyer cette force d'attente à combattre, aider ces 3 pays à combattre le terrorisme. Moi, c'est ce que je reproche à la CEDEAO. Parce que comme le dit un ami, la CEDEAO, ce n'est plus la CEDEAO des peuples. En fait, la CEDEAO défend des intérêts, des agendas autres que ceux, n'est-ce pas, de ces États membres. Et c'est ce qui a déploré. Et aujourd'hui, je pense que ça aussi, ça montre que la création de l'AES n'a pas été une erreur. Ça n'a pas été une erreur. Ça commence à porter ses fruits parce que la CEDEAO commence à comprendre qu'elle fait face aujourd'hui à une génération de leaders, n'est-ce pas, décomplexés. Et ça, je ne m'adresse pas seulement qu'à la CEDEAO en disant cela. Il faut que la communauté internationale elle-même sache que les Africains aujourd'hui commencent à comprendre les enjeux géopolitiques et géostratégiques de ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous prenons conscience, n'est-ce pas, de nos propres problèmes et nous sommes capables aujourd'hui de réfléchir, de trouver des solutions et donc d'aller vers ces solutions-là. Nous n'allons plus accepter de nous faire piétiner, nous n'allons plus accepter d'être utilisés comme des marionnettes justement dans la vie de nos propres nations, ce n'est plus possible. Et donc la CEDEAO aujourd'hui elle l'a fait, mais malheureusement il y a déjà eu des cas de décès, des entreprises qui ont malheureusement coulé, tout ça c'est arrivé à cause, n'est-ce pas, de ces sanctions illégales, illégitimes et injustifiées qui n'ont nullement porté fruit, qui n'ont d'ailleurs fait qu'aggraver la situation. Et donc, vraiment, c'est déplorable, mais je crois que aujourd'hui, ça dénote du fait que l'AES commence justement à pointer son nez, et ça, c'est très important. Ok, honorable, est-ce que vous allez faire comme Djiré Tembeli, qui se refuse de saluer la CEDEAO pour avoir pris cette décision? Ça dit que la CEDEAO, l'acte de la CEDEAO d'aujourd'hui, c'est un pas dans la bonne direction. Mais ce n'est pas vous la saluez? Mais bien sûr. Okay. C'est un pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas suffisant. En réalité, la CEDEAO s'est tiré une balle dans le pied. La CEDEAO a commencé à prendre des décisions à géométrie variable. Les décisions prises contre le Mali étaient différentes à l'époque des décisions prises contre le Burkina de l'époque d'Amiba. C'était différent également des sanctions prises contre le Niger récemment. C'est différent des décisions prises contre la Guinée. Les réactions par rapport à tout ce qui se passe au Sénégal. La première transition au Mali aussi, hein? Exactement. Quand on va jusqu'à interdire, à mettre l'embargo sur les produits de première nécessité au Niger,
quand on va jusqu'à interdire l'entrée des médicaments, l'électricité, mais ce n'est plus une organisation. Là. Ce n'est plus une organisation. C'est-à-dire les décisions sont en train d'être prises avec le cœur, avec froideur, avec mépris par rapport à l'être humain tout simplement. Et donc tu ne peux pas faire ça en tant qu'organisation et puis te faire prendre au sérieux. Ce qui a pesé en réalité, de mon point de vue, c'est la constitution de l'AIS d'une part, et puis la menace, disons, le fait que ces trois États ont décidé de sortir carrément de la CEDEAO. Et la CEDEAO aujourd'hui est en position de faiblesse. La CEDEAO ne convainc plus personne. Et donc ils sont obligés maintenant de lâcher de l'Est. Dans un premier temps, peut-être qu'ils vont aller par étapes. Je suppose qu'ils ont levé aujourd'hui les sanctions contre le Niger et très prochainement ce serait l'ensemble des autres sanctions contre les trois États pour qu'on puisse maintenant aller sur d'autres bases de discussion. Djiré, nous avons entendu dans les coulisses de ce sommet que le président togolais Faure Gnassingbé se serait engagé devant ses pairs à ramener à la maison le président Traoré, Tchani et Koïta. Bon, moi j'ai vu le communiqué du Mali. Je parle de coulisses. Hein? Oui. Le communiqué a été clair que cette décision est irréversible. D'ailleurs, il faut faire beaucoup attention. Cette décision n'a pas été prise au hasard. Cette décision a été bien nourrie, bien réfléchie. Et d'ailleurs... Sauf que nous sommes en politique. Hein? Le mot irréversible a peu de sens. Il y a des décisions qui sont irréversibles. Quand on prend les principes de la souveraineté à laquelle nous sommes aujourd'hui, la détermination des peuples à être elles-mêmes et à mettre en place une organisation réfléchie, mise en place, financée, organisée par elle-même. Voilà toute la différence. L'AES est une organisation, c'est-à-dire souveraine. Contrairement aux autres organisations qui sont manipulées. Donc moi je pense que ça c'est une première lecture. Deuxième lecture, c'est qu'il faut que nous comprenions que dans l'espace AES, nous, les mêmes embargos qu'ils mettent contre nous, ces embargos font effet contraire. Donc aujourd'hui, nous pouvons continuer à dialoguer avec la CEDEAO comme l'Union européenne, des organisations sous-régionales. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est ce que je vais te dire. Il y a déjà 4 pays qui sont presque membres de l'AES, dans les coulisses. On le sait, on le voit venir. Et je vous dis, si aujourd'hui cette détermination continue et qu'on puisse expliquer aux populations de l'AES la richesse que nous avons, premier producteur d'or en Afrique, quand le Mali et le Burkina mettent leur or ensemble, dis-moi si la Guinée s'ajoute, plus le Niger, premier producteur d'uranium. Mais on n'a pas besoin. Moi j'ai dit il faut travailler. Et il faut convaincre les populations à accepter ces décisions-là, quoi. Donc moi je dis que... Vous n'encouragez pas un retour de ces 3 pays. Moi je dis, quand tu retournes, on te bouffe. Et puis, pourquoi même la levée des sanctions? Parce qu'ils savent que, par principe, tel que l'AES est aujourd'hui, mais la dernière phase, c'est la création de la monnaie. Et c'est là qui se joue tout. Tous ces jours-là. Parce que tout est mis en place. Il ne faut pas leur permettre leur industrialisation. Il ne faut pas leur permettre leur autonomie. Parce que quand tu entends souveraineté, c'est la souveraineté défensive. Nous l'avons. Mutuelle. C'est comme ça que l'OTAN a été créée en 1940. La souveraineté monétaire. Ça, c'est la plus importante. Donc aujourd'hui, nous avons compris que sans notre monnaie, on ne peut pas avancer. Donc moi, je pense, Barou, que l'AES est né pour exister. L'AES est né pour triompher. Et l'AES est né pour être soutenu. Parce qu'il faut transformer l'espace Sahel en un espace de prospérité et non de terrorisme. Nous sommes tous d'accord autour de ce plateau que cette décision de lever des sanctions est une sorte de main tendue à l'AES pour un retour, pour que ces pays-là puissent reconsidérer leurs décisions. Est-ce que cette main doit être saisie, la main de la CEDEAO? Vous savez, Barou, moi j'ai une autre lecture différente de celle de Djiré. J'étais presque sûr. Voilà. Donc déjà, je vais lui dire déjà que je suis le président des jeunes patrons du réseau du Sahel. Les 3 pays en 2022, nous l'avons mis en place. Mais maintenant, cette qualité de président des jeunes patrons
Si on doit retourner à la CEDEAO, je serai celui-là qui va être parmi les premiers à applaudir. J'ai soutenu l'idée sur plusieurs plateaux en disant que le retrait de la CEDEAO n'a pas d'impact tout de suite parce que nous sommes encore dans l'UEMOA. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas parce qu'on va rester dans la CEDEAO qu'on ne peut pas continuer avec le projet de l'AES sans la monnaie. Parce qu'on va arriver... Surtout on parle de confédération. Voilà, il y a confédération. Donc il n'y a aucun problème. Oui. Maintenant, le problème se posera si on est toujours dans la dynamique de se retirer. Mais quand on revient dans la grande maison, on peut toujours continuer avec le projet confédéral de l'AES. Il n'y a aucun texte de la CEDEAO n'interdit cela. Par contre, si au-delà de la confédération, on doit aller à la création de la monnaie, c'est là où cela va nécessiter le retrait pur et dur aussi de l'UEMOA. Et là, c'est là où peut-être c'est qu'on n'a pas ressenti, quand on a annoncé notre retrait de la CEDEAO, qu'on va ressentir parce que vous allez voir que le Mali a beaucoup plus de rapports d'échanges commerciaux avec la Côte d'Ivoire, avec le Sénégal, et l'UEMOA qui consacre le même principe de libre circulation des personnes et des biens et leur libre établissement prendra un coup. Et mieux, l'UEMOA dans la CEDEAO permet aux pays, aux jeunes de l'UEMOA d'avoir un emploi dans l'espace à travers l'avocature et l'expertise comptable. Donc voilà des acquis qu'on a dans l'UEMOA. Maintenant, en matière de monnaie, il y a beaucoup de discussions. Moi, la question que je me pose, j'invite les uns et les autres à cette réflexion. Vous savez, quand on dit que le Mali, le Burkina et le Niger réunis, nous sommes premiers producteurs d'or. Mais la question que moi je me pose en tant qu'investisseur, est-ce que ce tort nous appartient? Parce que nous avons quand même vendu les permis d'exploitation. Il y a d'autres qui viennent. Nous avons tout au plus que 35% de l'actionnariat des sociétés minières. Et c'est elles qui produisent et qui vendent. Donc il faut qu'on fasse... L'or appartient à ceux qui l'exploitent. Hein? C'est ça que j'ai dit. Donc quand on fait une analyse comme ça en disant que notre sous-sol est riche, mais il faut compter avec le fait que notre sous-sol, l'or de notre sous-sol aussi a été quelque part cédé à des sociétés. À moins qu'on revienne. C'est nous qui l'exploitons. Oui, c'est ça que j'ai dit. Oui. Mais c'est ça que j'ai dit. En ce moment, il faut prendre des mesures draconiennes. Il faudrait y revenir. Et là aussi, c'est un autre paire de mains. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit, je prends le contre-biais de sa réflexion. En tant que président des jeunes patrons du Sahel, nous avons créé ça en 2022. Donc, s'il y a création de l'AES, je dois être le premier à applaudir. Mais pour des questions stratégiques, si nous devons retourner à la CEDEAO et que nos préoccupations de nos autorités, parce qu'elles ont plus d'informations que nous, doivent être prises en compte, moi, je serai parmi ceux-là qui vont applaudir. Terminé, vous invitez les trois chefs d'État de l'AES à rejeter cette main tendue de la CEDEAO? Bon, comme l'a dit Djiré, on ne va pas forcément refuser la main tendue, mais quitter la CEDEAO, ce n'est pas un ticket d'or pour l'enfer aussi. Ça, il faut que les gens le sachent, parce que nous avons des... Est-ce que vous prêchez déjà pour un retour? Je ne pas forcément, parce que en toute souveraineté, quand on prend une décision, il faut être responsable aussi à assumer cette décision et toutes les conséquences qui peuvent éventuellement en découler. Et il n'y a pas que de mauvaises conséquences, hein. Il faut que les gens le sachent, parce que comme il l'a dit, nous avons des atouts qu'on peut exploiter après. Sauf que les autres aussi ont besoin de nous. La décision de retrait s'était appuyée sur le fait que le Niger était aussi injustement sanctionné. Il n'y a pas que ça. Tout portait à croire tout portait à croire que ces trois États-là allaient quitter la CEDEAO. Parce qu'à un moment donné, on a compris que nous avons Parce qu'il y a eu justement des sanctions. Oui, on a juste trouvé des motifs. Mais en réalité, nous savions bien que nous avons un destin commun. Nous avons les mêmes problèmes. Nous partageons le même espace. Nous avons des atouts que nous pouvons exploiter en notre faveur. Les autres aussi ont besoin de nous. Nous exportons aussi. Nous avons des produits, n'est-ce pas, qu'on peut vendre sur le marché et sur la scène internationale. Et puis, il y a des perspectives monétaires et financières qui s'offrent à nous si nous sortons de la CEDEAO. Ce n'est pas forcément, comme je le dis, une mauvaise chose, mais je pense que des réflexions peuvent être menées, des réflexions plus poussées, pour montrer aux gens effectivement les avantages et aussi les inconvénients que cette opération-là peut comporter éventuellement. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Et moi, je ne conseillerais pas aux dirigeants de l'AES de retourner dans la CEDEAO parce que nous sommes partis la tête haute, mais si nous ne faisons pas attention, nous allons retourner dans cette organisation tête baissée. Et ça, franchement, je ne le souhaite pas. Est-ce que vous partagez ce radicalisme de vos vis-à-vis? Monsieur Sidibé, moi je pense fondamentalement à une chose. Aucun État, les micro-États africains, le Mali, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, aucun de ces micro-États n'est fiable. Il faut qu'on se mette ensemble. De ce point de vue-là, l'AES, c'est une très bonne chose. Ces trois États doivent, de façon irréversible, se mettre ensemble
aller façon confédération, fédération, mais rester soudés. Un noyau dur à l'intérieur pour l'instant de l'UEMOA. Maintenant, en ce qui concerne la CEDEAO, une chose est certaine, la CEDEAO, rien ne sera plus comme avant là. La CEDEAO s'ouvre même à des réformes. Les États ont des intérêts à défendre. Tout ce que le Mali, le Burkina et le Niger réclament aujourd'hui au niveau de la CEDEAO. Si la CEDEAO cède, pourquoi ne pas revenir? Mais il ne s'agit pas de revenir avec pour venir vivre le statu quo. Ça aussi c'est clair. Mais ne tournons pas le dos au regroupement. C'est dans les regroupements que nous avons notre avenir, y compris au niveau macro de l'Union africaine. Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi travailler à ce que, comme l'a fait l'AES au sein du CD et de la CEDEAO, pour que ces organisations-là soient des organisations des peuples et non des syndicats de dirigeants, tels qu'on le voit au niveau de la CEDEAO. Et dès lors que ça s'arrête, il n'y a pas de raison à ce que tout le monde puisse avoir son compte là-dedans. Parce que plus on est ensemble, que ce soit au niveau CEDEAO, que ce soit au niveau UEMOA, que ce soit au niveau Union africaine et au niveau un peu MISO et niveau AES, c'est pour mutualiser nos moyens. C'est pour qu'il y ait plus de solidarité, c'est pour qu'ensemble nous puissions nous mettre ensemble pour nous développer. Mais tout ceci vaut mieux qu'un micro-État seul pris. Mais il faut que les principes de base, tout ce qu'on voudrait que ce soit dans ces organisations-là, que ce soit respecté. C'est de cela qu'il s'agit. À quelques encablures de l'ouverture du dialogue inter-malien, nous apprenons que le président de la transition, Assimi Goïta, vient de mettre fin à la mission qui avait été confiée par le président Faye Ibeka au l'ancien président intérimaire, le professeur Djonkouda Traoré. Nous sommes à quelques encablures de l'ouverture du dialogue inter-malien. Ce dialogue, il se ferait avec quel type de Maliens? Bon, Barou, ce dialogue-là. Déjà sur l'abrogation du décret de nomination du professeur Djonkouda Traoré. Bon, moi je pense que j'ai vu le décret comme vous. Et je pense que ça n'a plus son sens, quoi. Voilà, donc maintenant, par rapport au dialogue, moi je pense que ces dialogues intermaliens ne devraient pas être comme les autres dialogues. C'est pas un accord. Il se ferait avec qui? Mais il se ferait avec tous les Maliens. Je dis bien tous les Maliens. Sauf que il y a des Maliens aujourd'hui qui sont, beaucoup d'acteurs majeurs de la scène politique sont en dehors du pays, hors du Mali aujourd'hui. Il y a également des acteurs qui avaient pris des armes contre le Mali, mais qui avaient aussi signé l'accord pour la paix, mais qui ne sont pas aujourd'hui en République du Mali. Moi j'ai dit, faut-il leur tendre la main? La main est tendue à tout le monde. Maintenant, ceux qui ont des problèmes avec la justice, ceux qui ont, à un moment donné, vilipendé leur pays, mais tout le monde peut venir. Maintenant, c'est à la justice, parce que moi, je l'ai dit, la justice est un vecteur de paix et de cohésion sociale. Barou, tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y aura jamais de paix. Et surtout la justice sociale. Donc, principe numéro 1. Tout le monde est appelé. Il faut que ce dialogue soit différent des autres dialogues. Il faut que ce dialogue soit un dialogue franc, sincère. Il faut tenir compte de toutes les préoccupations des Maliens depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il faut, dans ce dialogue, prendre en compte les recommandations de tous les forats. Le Mali a de l'expérience. Moi, je l'ai toujours dit. Nous sommes le premier pays au monde à initier un dialogue, le Kouroukanfouga. Après la bataille de Kirina, 1236, les Maliens ont décidé de s'asseoir et parler. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est à nous, acteurs de la société civile, c'est à nous, acteurs politiques, gouvernants, non gouvernants, de prendre le bâton de pèlerin et d'expliquer aux Maliens que ce dialogue-là, c'est une appropriation nationale de notre accord. Parce que l'accord divisait les Maliens.
Mais qu'est-ce qui divisait les Maliens? C'est le moment de s'asseoir et lire et comprendre qu'on ne fera pas un accord encore. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire du dialogue d'abord, la justice après? Non, ça c'est ma vision des choses. Oui. Parce que, c'est-à-dire, ça va ensemble, quoi. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, ceux qui ont perdu leurs parents dans le bateau, mais c'est des gens qui l'ont fait. C'est des gens qui se sont filmés. C'est des gens qui l'ont réclamé. D'accord. Mais il faut que ces gens-là demandent pardon. D'accord. Vous voyez? Il y a des présidents qui doivent être réhabilités. Le Mali a de l'expérience. Mais aujourd'hui même, nous avons, au nom du pacte social, de la paix, les gens ont pardonné des gens qui sont revenus à la République, qui sont ministrables. Ça veut dire que le Malien peut pardonner. Mais ce que les Maliens disent, c'est qu'il ne faut pas que les mêmes acteurs qui nous ont vilipendés, qui ont fait chuter ce pays depuis 2012 à nos jours, qu'ils viennent prendre les règnes, soi-disant qu'au nom d'un dialogue. Non, tout le monde va au même pied d'égalité. C'est moi c'est ma lecture des choses. Et j'appelle à tous les Maliens, au nom du mouvement Sentinelle Malikoura, à de faire ce dialogue une opportunité pour qu'il n'y ait plus de dialogue ni d'accord au Mali. Et qu'aujourd'hui, le Malikoura ne pourra se faire qu'à travers tous les fils du Mali. Le dialogue, cette fois-ci, il se fera avec tous les fils du Mali. Bon, si ça vient de quelqu'un de respect, ça me rassure. Parce que je pensais que le dernier était le summum, quoi. Mais comme il dit maintenant, celui-là, on l'espère que ça le soit. Mais maintenant, c'est que moi, je voudrais dire. Là je finis. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, ce dialogue aujourd'hui, moi, j'ai la chance de parler beaucoup plus. Non seulement avec les Maliens d'ici, mais surtout avec les Maliens de la diaspora. Je revenais d'un voyage de l'Allemagne où j'ai discuté avec beaucoup de Maliens et je m'apprête à effectuer pour faire une visite aux États-Unis et tout. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, tu estimes la base, c'est le retour justement de ceux qui sont exilés. Ça, c'est une demande forte qui revient, il faut le noter. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la justice peut accéder à cela. Pourquoi? Parce que quand on va s'en tenir uniquement à la loi, le problème avec la loi, c'est quoi? C'est que la loi est toujours instrument de résolution de conflits, mais elle est en même temps source de conflits. C'est important. Donc, est-ce qu'à chaque fois, c'est la loi qui règle le problème? Non. On peut même... Ouais, donc, ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, notre vision prime. On a besoin de tous les pères, tous les fils du Mali. Et vous avez ceux-là qui, à un moment donné, ont peut-être commis des erreurs et se sont égarés, mais quand ils reconnaissent leur tort, et c'est ça que je disais même par rapport à la CEDEAO, qu'on leur donne la possibilité de venir participer à l'édification. Moi, je vois, c'est la forme là. Je ne suis pas membre de DENI. Vous pensez qu'on doit donner la chance à ceux qui sont aujourd'hui visés par des mandats d'arrêt internationaux? Oui, on peut suspendre l'application du mandat, les écouter, au moins voir. Et qu'en ce moment, quand on a pu faire la loi d'attente nationale là, qui a fait qu'aujourd'hui il y avait eu certains qui étaient en prison mais qui ont été libérés, je pense qu'on peut élargir cette loi. Parce qu'en fait, on est tous les fils de Mali. Donc quand on a la possibilité de pouvoir profiter de leurs compétences pour régler un certain nombre de problèmes, et qu'aujourd'hui, si on a fait leur mea culpa, pour moi, il n'y a aucun souci. Donc moi, aujourd'hui, ça va être vraiment ma doléance adressée au Premier ministre, comment on appelle, Youssouphi, qui est le président du dialogue intermalien, de prendre cela en compte. Et je pense qu'il le sait mieux que moi parce qu'il a géré le pays et il sait les sensibilités. Donc moi, je crois qu'au moins, on pourrait aller sur cette base-là. Vous êtes d'accord avec Soumano? Oui, à peu près. Je suis à peu près d'accord avec lui parce qu'il faut savoir que ce dialogue intermalien est une opportunité. C'est aussi une ouverture pour permettre justement à toutes les composantes, n'est-ce pas, de notre pays, à toutes les communautés de se retrouver et de discuter des véritables problèmes, de nos points de divergence. Et donc, ça va permettre aux uns et aux autres, n'est-ce pas, de donner leur avis et ça va faire que le pays va avancer. Il faut écouter tous les Maliens sans exception, mais la justice aussi a un rôle très important à jouer, comme je l'ai dit. Mon frère l'a évoqué tout à l'heure, ceux qui se sont permis, parce qu'il y a des gens qui ont commis des erreurs, mais qui aujourd'hui ont compris qu'ils se sont trompés. Ils sont revenus sur leur pas, mais il y en a qui continuent à vilipender le pays, qui continuent à vendre le Mali à l'extérieur. Ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément pardonnables. Moi, je parle de ceux qui ont reconnu leurs erreurs, pas ceux qui continuent à faire. Voilà, justement, non, sur ce point, on est d'accord. Ceux qui ont reconnu leurs erreurs, ceux qui ont même pris les armes contre le pays, mais qui ont regretté après, parce que même l'autre jour, on en discutait sur un plateau, il y a des gens qui ont été obligés de prendre les armes, de tuer des Maliens, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'en réalité, au départ, ils l'ont voulu. Ils ont été obligés.
par des circonstances. Par exemple, quand vous prenez certains jeunes de Gao en 2012, après justement que l'armée ait quitté Gao, certains ont été obligés de rejoindre le Moujao parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que l'armée n'existe. Il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus d'administration, il n'y avait plus de sources de revenus. Ces gens-là étaient obligés, n'est-ce pas, de partir avec le Moujao pour pouvoir justement gagner quelque chose. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer ces Maliens-là comme des ennemis? Sinon, le fond de ma question, c'était de savoir aujourd'hui, il y a des Maliens qui sont visés par des mandats d'arrêt aujourd'hui. Vous connaissez déjà l'identité de certains. Est-ce qu'il faut sursoir à l'application de ces mandats-là pour permettre à ces personnes aussi de participer au dialogue? C'est ça la question en réalité. Cela va dépendre de... Je dirais, vous êtes d'accord avec ça? Moi, je partage ça. Moi, je partage cet avis. Parce que... Ah bon, non, okay. Allez-y, allez-y. Okay. Je partage cet avis parce que c'est une décision qui a été prise à un moment. Parce que nous sommes un pays religieux aussi, il faut comprendre. Dans l'islam, il n'y a pas quelque chose qui ne peut pas se pardonner. Lorsque quelqu'un reconnaît son tort, il demande pardon à son pays, il revient dans le pays. Moi, je pense qu'on doit tout laisser. Tant qu'on n'a pas cet esprit, on ne pourra jamais pardonner. D'accord. Donc, si les personnes reconnaissent la nécessité qu'ils participent dans leur dialogue, moi, je demande l'indulgence de la justice pour qu'on puisse les permettre de parler. Ok, allez-y. Moi, je pense que cette réponse-là, je crois que ce rôle revient à la justice. Je préférerais ne pas trop m'aventurer sur ce terrain. Comme je l'ai dit, tous les Maliens qui ont compris que les problèmes maliens ne peuvent se résoudre qu'entre Maliens et au Mali, je crois que la main leur est tendue. Sauf que la politique peut toujours l'emporter sur la justice. La politique elle-même sait aujourd'hui que le Mali a besoin de stabilité, le Mali a besoin qu'on se retrouve, le Mali a besoin justement de réconciliation. On a vu le cas en Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale ivoirienne, justement, les gens se sont retrouvés. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un semblant de stabilité. On peut faire la même chose chez nous. Ce pays a besoin de paix, ce pays a besoin de stabilité pour se développer. Il faut aller dans ce sens, impérativement. Honorable, le dialogue malien, t'as entendu, intermalien, est en passe de s'ouvrir sans certains acteurs majeurs de la crise malienne. Le dialogue intermalien doit être ouvert à tous. Mais tous les Maliens doivent être traités de façon égale en droit et en devoir. Exactement. C'est ce que dit la Constitution. Hein? Exactement. Et l'injustice est la pire des choses. Et donc, de ce point de vue-là, il est extrêmement important que l'on dialogue. Dialogue, ça ne veut pas dire tout de suite la trancher aussi. Dialogue, ça veut dire venir s'asseoir et parler. Le Mali traverse des difficultés de toutes sortes aujourd'hui. Il s'agit de parler qu'est-ce qui nous est arrivé et comment trouver la solution. De ces terroirs-là, ils peuvent venir des solutions extraordinaires dont on ne s'attend pas du tout pour mettre ensemble deux communautés par exemple. C'est bon toujours de mettre les gens pour qu'ils se mettent ensemble et parler. Et que ça soit uniquement intermalien, ça j'y adhère. Il faut également que ça soit ouvert à tous. Mais quelqu'un qui est sous mandat d'arrêt, comment vous voulez qu'il participe à un dialogue? S'il vient tout de suite là, non, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas de cet avis-là. Oui. Si quelqu'un qui est devant, quand la justice recherche quelqu'un, cette personne doit répondre devant la justice d'abord. Ça a été fait au Burkina. Hein. Le président, son mandat a été mis en barre. C'est mon point de vue. C'est parce que c'est l'injustice, l'impunité, ça c'est la mère de toutes les inégalités. Et c'est ce qui va déclencher d'autres choses encore. D'accord. Après avoir rendu justice, on peut pardonner par la suite. Ouais. Mais d'emblée, renoncer même à rendre justice, mais où est-ce qu'on se trouve? D'accord. Il faut mettre toutes les lois tout simplement à la poubelle. Ainsi, il faut rendre justice et après on peut amnistier, on peut faire tout ça. Ainsi prend fin ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Dr Mohamed Kassoum Djiré, président des Sentinelles Malikoura, membre du M5 RFP, Moussa Tembeli Moussa Tembele, secrétaire général du CDP Malikoura, Chakmar Soumano, coordinateur du baromètre, président de l'organisation des jeunes patrons du Sahel, du Mali, oui. Réseau des jeunes patrons du Sahel, honorable Daouda Moussa Kone, il est de l'URD. Merci
à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté du Niger. Au revoir.